Coucou tout le monde. Alors comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, je suis encore dans mes phases bilan. Je pense que ça va devenir un rendez-vous plus ou moins annuel. Voilà, en été, comme ça au moins je me prends pas trop la tête avec le rythme de vidéo, voilà, avec les vacances, tout ça. Et alors là, j'ai décidé de me pencher sur mes anciens coups de cœur. Alors là, ça va être du coup des vieux coups de cœur, vu que je vais prendre la première vidéo coup de cœur que j'ai faite. Et je crois que c'était sur mes favoris 2017. Toujours plus vieux encore. Voilà, ça me permet un peu de faire du tri pour voir tout simplement les vidéos que je vais supprimer tout simplement de la chaîne, voir si elles ont de l'importance ou quoi. Et après, voilà, l'année prochaine, je ferai mes coups de cœur de l'année. Voilà, je verrai comment ça se passe, parce qu'on n'y est pas encore. Et bon, j'aime bien faire des petites choses comme ça me permet de faire un état des lieux, grosso modo, de la chaîne, voir son évolution, si je suis toujours dans la lignée de ce que je voulais faire, si j'ai évolué, si... plein de choses, beaucoup trop de choses. Donc je vais vous incruster tout ça à l'écran. Alors j'ai pas regardé, mais je sais qu'elle fait 20 minutes et quelques. Je vais pas tout vous mettre au montage parce que sinon ça va durer une plombée de demi. Et 20 minutes de la vidéo plus mon blablatage, vous allez pas finir, c'est pas possible. Et tu t'allumes toi? Donc je disais, ça va faire trop long et j'ai pas envie de vous ennuyer plus que ça. Donc on va lancer de suite la vidéo quand je l'aurai trouvée. Hein. Vidéo hyper préparée comme d'habitude. Hein. Après ce qui peut être intéressant du coup on va le voir, c'est que vu que c'est des favoris 2017, j'ai lancé ma chaîne fin 2017 du coup, si j'ai pas de bêtises. Peut-être que je vous parlais de livres que j'ai jamais parlé sur la chaîne. Je sais pas du tout, j'en ai aucune idée. Donc bon, à voir ce que ça va donner. S'il y a eu une évolution dans mes favoris, tout ça, si je pense toujours la même chose. Donc bon, c'est parti! Bon, je vais vous parler cette semaine de mes gros coups de cœur l'ivresse de l'année 2017, étant donné que ça y est, on est en 2018. Du coup, il est grand temps de faire le point sur toutes mes lectures que j'ai faites cette année. L'année dernière, du coup, j'ai eu 5 gros coups de cœur que j'ai hâte de vous présenter. Et ben c'est parti! Je vais vous présenter en premier lieu Le Tribunal des âmes de... Ça changera jamais. Ça changera jamais. Donato Carrexis, il y aura forcément, de toute manière, si j'en lis un dans l'année, il sera dans mes favoris. À moins que ce soit une énorme déception. Mais voilà. Et le tribunal des âmes, je m'en remets toujours pas. Voyons ce que je dis, voir si... Parce que je m'en souviens quand même assez bien, vu qu'il m'a vraiment marqué, ce tome. Donc bon, voyons. Publié aux éditions Le Livre de Poche. Je crois qu'il est inutile de vous dire à quel point j'adore cet auteur. Je lui voue un culte monumental. Voilà, pour moi, c'est le dieu du thriller. Dans cette histoire, nous allons suivre 2 personnages. Le premier, c'est Marcus, qui se réveille à l'hôpital sans aucun souvenir de la personne qu'il était avant. Et un jour, une personne qui dit le connaître, va le faire sortir de l'hôpital. Et ils vont aller tous les deux sur des scènes de crime pour résoudre les meurtres ou les disparitions qu'il y a eu, sans pour autant être des policiers. Du coup, au début, on sait pas trop qui est Marcus et qui est son compagnon, mais vous inquiétez pas, on va le savoir bien après. Le deuxième personnage est Sandra, qui elle, pour le coup, travaille pour la police, étant donné que c'est une photographe pour les scènes de crime. Voilà, elle côtoie le mal tous les jours. Et sa particularité à elle, c'est qu'elle a 26-28 ans, je crois. Elle est très jeune. Et elle est déjà veuve. Son mari est décédé en tombant d'un toit d'un immeuble et Sandra n'a jamais vraiment cru à la thèse de l'accident. Et quand un collègue à elle du FBI va lui souffler l'idée qu'il n'a pas si tort que ça, du coup, ni une ni deux, elle fait ses bagages et elle va à Rome pour enquêter sur la mort de son mari. Ce qui va relier nos 2 protagonistes à la disparition mystérieuse d'une étudiante. Voilà, d'un côté Marcus va enquêter sur sa disparition parce que voilà, c'est son job. Et Sandra, elle va se rendre compte que sa disparition est peut-être liée à la mort de son mari. En plus de la disparition de cette jeune fille, beaucoup d'affaires remontent à la surface et Sandra et Marcus vont devoir s'allier à plusieurs reprises pour résoudre ces enquêtes. Et au final, pour Sandra, résoudre le meurtre de son mari. Et autant vous dire que c'est trop bien! L'intrigue est juste à tomber par terre. Bon, étant donné que c'est un thriller, je peux pas vous en dire beaucoup sans vous spoiler, mais il y a aussi toute une histoire parallèle qui... On sait pas ce qu'elle fout là, mais à la fin, je peux vous montrer la dernière page, c'est une seule ligne. Et cette seule ligne vous met en PLS pour la journée. Je suis très frustrée de cette fin et j'ai hâte de lire Maléfico qui est la suite
qui est dans ma palle et que je compte lire incessamment sous peu. Aussi, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que je les lis pas d'affilée, étant donné que c'est des univers très noirs, très sombres, où il y a du mal partout. Et à chaque fin de livre, on se dit, le monde est pourri en fait. Ça retourne bien comme il faut le cerveau. À chaque fin de lecture de ces livres, je suis juste bouleversée et je me mets en question en fait. Et je mets en question aussi tout le monde parce que franchement on se dit qu'il y a des méchants partout en vrai. Le plus insoupçonné, là en plus je viens de finir La fille dans le brouillard et ça m'a retourné le cerveau pareil. Surtout que l'auteur il a le don de vous mettre des indices un peu partout. Vous vous dites c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça. Parce que vu que c'est pas le premier livre que je lis de Donato Carisi, je me méfie énormément parce que ceux que j'ai lus juste avant, c'était juste complètement dingue la fin. Mais on tombe quand même dans le panneau. Et donc on est certain que c'est la vérité, on est certain que c'est bon, et même au bout d'un moment on me la confirme. Mais les 20 dernières pages, l'auteur vous fait un twist, mais genre monumental. La grande force aussi de ce bouquin, ce sont les personnages. Je me suis tellement attachée à Marcus. Je vais faire une pause là. J'ai rien d'autre à dire de plus, si ce n'est pour avoir une mise à jour de la saga, vu que le Tribunal des âmes est un premier tome. J'ai lu ensuite Magnifico et Tenebra Roma. En fait, alors je sais pas, je pense qu'il y aura un autre tome qui est sûr. Enfin, Donato Carisi n'a pas dit s'il continuait ou s'il arrêtait. Mais en gros, ça perd un peu. Les intrigues sont toujours aussi folles, toujours aussi furieuses, toujours aussi. Voilà, tu te retrouves en PLS pour plus d'une journée, pour le coup, là, comme je le dis. Mais en gros, ce qui me dérange un peu, c'est que c'est en train de perdre, notamment dans le tome 3, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est-à-dire que Marcus et Sandra cédaient sans vraiment céder, ils étaient très. À l'opposé, en fait ils se croisaient quasiment jamais, sinon c'était très très court et pas moins intense, mais c'était voilà, ils étaient pas les uns sur les autres, ils faisaient vraiment leur truc, voilà, chacun de leur côté, et justement ils cherchaient pas tellement à se voir. Et dans le troisième, c'est ce qui m'avait énormément dérangé, c'est que ils passent bien la moitié du livre à être ensemble et à collaborer ensemble. Et ça, du coup, a perdu un peu cet intérêt que j'avais pour les deux personnages. C'est que, bah, d'un coup, c'est. Alors, je dirais pas que c'est tombé dans une romance, loin de là, parce que c'est pas du tout de la romance. Mais je voyais que ça, du coup. Et ça m'a saoulée. Pourtant, l'enquête de Tenebra Roma, ce qui se passe, c'est vraiment très très fort, très très puissant. L'intrigue, elle est. c'est pas possible. Donc. C'est le seul bémol que j'ai à faire sur cette saga en entière, mais le Tribunal des âmes, il est juste au-dessus. Vraiment, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie de souvenirs, c'est ouf. Et c'est bizarre parce que justement, je me souviens, il y a 3 livres et je me souviens que de 2 enquêtes. Je me souviens plus du tout d'un. Ah si! Si, non, c'est bon, je me souviens des 3, mais je me souviens plus lequel est Magnifico et lequel est le. Merde. Mais je crois que c'était vraiment Tenebra Roma. L'intrigue voilà, policière avec le méchant, entre guillemets, m'avait juste détruite. Et putain, ça avait été dommage que voilà, la relation qui s'était construite entre Sandra et Marcus dans ce tome-là ait entaché un peu le business. Mais bon, on verra comment ça se passe dans un prochain tome, parce que maintenant que j'en parle, ça se finit un peu. Voilà, c'est Marcus, Donc Donato Carisi, un énorme auteur de thriller. J'aimerais beaucoup lire. Je vous en ai parlé il y en a pas longtemps. Pourquoi je vous en ai parlé? Je sais plus pourquoi je vous en ai parlé de Donato Carisi. À part dans les sagas, mais bon bref, on va passer, c'est pas grave. Et comme je disais aussi, je parle de La fille dans le brouillard, qui est un one shot, qui est juste. Voilà, là j'ai dit adieu à la vie quand je l'ai fini. Je me suis retrouvée en PLS. C'était puissant, vraiment très puissant. La fille dans le brouillard est vraiment énorme et super bien foutue. Il y en a qui l'ont pas trop aimé, mais je les comprends pas, ces gens, je ne les comprends pas. Donc je vais pas m'épancher plus là-dessus. Je vais regarder un peu ce que je lis après. Pas parce que là je pense que j'ai vraiment parlé du livre en lui-même, et puis enfin si, ça peut peut-être vous intéresser. Je sais pas. À l'heure actuelle, je sais pas, je verrai au montage. Je sais ce que je fais. L'autre coup de cœur que j'ai eu pendant cette année 2017, c'est Elia, la passeuse d'âme, le premier tome de Marie Vareille, et publié aux éditions 12-21 si je me souviens bien.
Je l'ai en version numérique, du coup, c'est vrai que je me souviens plus trop. Et je regrette d'ailleurs de l'avoir acheté en version numérique parce que je trouve la couverture trop belle. Mais il y avait une promotion. Voilà. Je m'éclate à faire des montages, tout va bien. Au passage, c'est le bordel derrière moi, tout va bien, je rangeais pas du tout en fait. Du coup, petite mise au point, j'allais dire le tribunal des âmes, il faut que je passe à autre chose. La passeuse d'âme de Marie Vareille, auteure française d'ailleurs. Bah, pas mal, vu que j'ai terminé du coup la trilogie. Là, je crois que c'était l'année où sortait le tome 1. Le tome 2 sortait en 2018 et le tome 3 en 2019. Quelque chose par là, je ne sais pas trop. Du coup, j'ai fini et c'était vraiment cool. Alors, est-ce que je le qualifierais de coup de cœur? Avec du recul et en ayant lu les 3 tomes, c'était très bien. Je vais répondre à cette question après, je vais laisser un peu l'avis du tome 1 parce que là ça va être un peu biaisé vu que je vais vous parler de l'avis sur les 3 tomes, voir si la saga en elle-même est un coup de cœur ou non. Alors dans cette histoire, la population est séparée en 3 groupes distincts. Il y a les Nozoba qui sont la caste la plus pauvre, c'est quasiment des esclaves. On a ensuite la classe des commerçants, de ceux qui s'occupent vraiment de l'industrie, dont je ne me souviens plus du nom, parce que c'est vrai qu'on n'en parle quasiment pas dans le livre. Et après on a les cornésiens, qui sont la caste la plus élevée, qui s'occupent voilà, de l'éducation, de la politique, c'est eux qui règnent. On va suivre du coup Elia, qui est une cornésienne. C'est une jeune fille de 16 ans, 17 ans, et qui va à l'école. Sauf que sa particularité, c'est que c'est une passeuse d'âme. Alors, les passeurs d'âme, qu'est-ce que c'est? Ce sont des êtres humains qui ont la faculté de tuer sans éprouver la moindre émotion. Ce sont des gros psychopathes, on peut dire, qui adorent tuer tout ça. Sauf que bon, Elia se reconnaît pas du tout dans ce diagnostic étant donné que elle ressent les choses, elle veut pas tuer non plus. Sauf que bon, comme tout le monde, elle doit faire ce qu'on lui dit et rentrer dans une petite case en fait. Du coup, pour éviter de les laisser dans la nature, les passeurs d'âmes, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils sont recrutés par les hôpitaux et ils doivent tuer en fait les personnes âgées ou les personnes qui sont en marge de la société dans un hôpital de manière totalement contrôlée, etc. Donc bon, même si Elia ne se reconnaît pas du tout dans ce job-là, elle le fait. Et un jour, alors qu'elle est au travail justement, on va lui amener un Nozoba qui a accusé d'avoir volé des médicaments notamment, et on va lui ordonner de le tuer. Sauf que Elia, elle veut pas le tuer, elle sait pas trop pourquoi encore, mais ça va pas l'empêcher de le sauver et de l'aider à s'échapper. Autant vous dire qu'on va dessus de la griller, et donc Elia va devoir fuir vers le nord, si je me souviens bien, dans une communauté de Nozoba et se faire la plus petite possible pour voilà, attendre que ça se tasse et peut-être espérer rentrer chez elle après. Alors, si ce livre est un gros coup de cœur, c'est surtout parce que ça a été une très grosse surprise. Je m'attendais pas du tout à ce genre d'histoire en fait. Je connaissais l'auteur de nom, surtout pour ses romances en fait. Et bon, c'est pas que j'ai eu un peu peur en achetant ce livre, étant donné que pas vraiment de la romance, c'est surtout un univers dystopique. C'est son premier livre dans ce genre-là, du coup j'avais un peu quelques réserves. Autant vous dire que mes craintes ont été balayées très vite et très puissamment en fait. Dans ce livre, il n'y a pas d'histoire d'amour. C'est franchement très centré sur Elia et sa façon de réagir. Et sa façon aussi d'évoluer parce que au tout début, elle est très endoctrinée. Pour elle, elle est à sa place, elle fait ce qu'on lui dit, elle est dans sa petite case, elle fait sa vie d'écolière, de lycéenne, et elle a son travail que même si elle aime pas trop, on lui a dit qu'elle a été faite pour ça, du coup elle le fait. Et à partir du moment où elle va devoir fuir pour survivre tout simplement, et qu'elle va devoir fréquenter des Nozoba, et qu'on lui a toujours dit que c'était des brutes, des rustres, qu'ils avaient aucune éducation, qui est très inférieure à elle, que voilà, au début quand elle est au milieu de tous ces Nozoba, elle n'ose pas faire le moindre mouvement parce que elle a peur qu'il la touche en fait, alors qu'on lui a toujours dit que non, il fallait surtout pas que ces deux castes aient un rapport physique parce que c'est complètement interdit. Et elle va se rendre compte en fait pas du tout, c'est des personnes qui essaient de survivre du mieux qu'elles peuvent étant donné qu'elles sont complètement en marge de la société et qu'on les traite quasiment comme des esclaves. Et elle va se rendre compte que en fait ils sont comme elle, c'est des êtres humains. Alors peut-être qu'ils ont un énorme tatouage en disant oui, c'est des Nozoba, du coup faut pas les toucher. Mais elle va se rendre compte que qu'est-ce qui les différencie en fait à part leur naissance. Et du coup elle va commencer à remettre tout en question, notamment son éducation et la société qui l'entoure en fait. Pourquoi ça a été fait comme ça? Pourquoi c'est pas elle qui a la place de ce Nozoba là? Et inversement ça aurait pu être ça. Et c'est à partir de ce moment là qu'elle va commencer à faire sa petite rébellion, mais à son échelle, pas en affrontant non plus tout le gouvernement, elle n'est pas complètement folle non plus. Donc, ouais, univers dystopique comme je l'ai dit. Bon, après ce que je suis en train de résumer là sur le personnage d'Elia,
c'est le classique de ce qu'on peut attendre d'un personnage voilà, badass de dystopie, parce que là, vu comme j'en ai parlé, j'ai l'impression de... Alors pas de revoir Katniss, mais un peu. Je sais pas trop. Alors que c'est quand même deux personnages bien différents. Donc, mon avis, des années plus tard, en ayant fini la trilogie, est-ce que ça aurait été un énorme coup de cœur Je sais pas. J'ai beaucoup aimé, vraiment. Mais si je dois... En fait, alors, je me souviens plus du tome 2, en fait. Et je pense que c'est pour ça que je ne le qualifierais pas de coup de cœur, parce que je ne me souviens quasiment pas de ce qui se passe dans le tome 2, à part la fin. Le milieu, j'en ai aucune idée, à moins que ce soit passé à un éclair, mais j'ai que quelques bribes et je suis pas sûre que ça fasse le roman en entier. Après, ça reste une hyper bonne trilogie. J'avais énormément aimé le tome 3 parce que l'auteur avait pris des risques. Elle avait pas du tout hésité à faire des sacrifices. Vraiment, du coup, ce qui fait que bah, pas tout est noir et pas tout est blanc dans sa fin. Alors certes, c'est très happy end. Hein. Après, si on regarde, si on lit l'épilogue, la fin de Elia, ce que je regrette un peu, c'est ce manque un peu de réalisme dans le sens où voilà, ça fait vraiment très happy ending. Alors certes, il y a eu des pertes. Certes, voilà, tout ne s'est pas hyper bien passé, mais il n'empêche qu'à la fin, quand j'ai lu alors, le dernier chapitre, tout le monde était heureux, tout le monde était content. Voilà, et il n'y avait pas peut-être un poil, voilà, de... Oui, il faut pas qu'on oublie ce qui s'est passé, tout ça, mais pas d'un point de vue voilà, interne, dans le sens où elle était traumatisée parce qu'elle venait de vivre. Non, c'était surtout pour pas oublier, pour pas refaire les mêmes erreurs, enfin bref, toute la même morale. Après, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était que justement, voilà, j'avais peur que la romance soit vraiment très présente, mais pas énormément en fait. Du moins, dans le tome 1 et dans le tome 2, il y en a pas énormément, il y en a pas du tout. Dans le tome 3, voilà, il y a... alors, je sais plus comment il s'appelle le mec. J'ai que Sol qui me vient, quelque chose dans le genre. Mais voilà, entre Elia du coup et ce bonhomme là, voilà, il y a une petite romance qui se fait, voilà, au niveau du tome 3 notamment, mais c'est pas niais, c'est pas chiant, enfin voilà, c'est très mignon. Et puis c'est très réaliste, surtout que dans le tome 3 c'est un peu temps de guerre, si on peut dire ça comme ça. Mais il n'empêche que c'était une très bonne dystopie française, voilà, je tiens à préciser. Parce que voilà, on n'a pas beaucoup d'auteurs françaises qui font ce genre de lecture et qui réussissent à leur coup, parce que bon, c'est vrai que les dystopies françaises, j'en connais pas des masses pour le coup. Hein. Donc bon, je vais arrêter là pour l'avis, parce que je pense qu'après je vous fais un avis détaillé du tome 1 et c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Voilà, je vous ai raconté un peu ce qu'il y avait d'important à mes yeux pour vous donner envie de le lire. Après voilà, c'est... Maintenant, à l'heure actuelle, je ne le qualifierais plus de coup de cœur. Parce que voilà, j'ai lu les 3 tomes, c'était une très bonne saga. Mais voilà, si je dois comparer le Tribunal des âmes avec Elia la passeuse d'âme, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même coup de cœur quoi, c'est pas le... Non, c'est pas possible. Je vais vous reparler très rapidement de la saga Endgame. Là, c'est le tome 3 que... Ah bon, c'est un coup de cœur Endgame. Non, je suis un peu surprise, je me souvenais pas du tout d'en avoir parlé en fait en coup de cœur. Je l'aimais vraiment beaucoup. Hein. Vraiment, cette fin, ce 3e tome, je l'ai beaucoup aimé, mais de le qualifier en coup de cœur, voyons. Qui est le dernier que j'ai lu, qui est le dernier de la saga, et qui est un gros coup de cœur comme le premier tome et un peu moins le second tome. Alors, j'en ai déjà parlé 3 fois en un court laps de temps, je dirais. Juste pour vous rappeler, c'est une saga juste énorme, que j'ai adoré et qui remet beaucoup de choses en question, je trouve. Ça mélange énigmes, science-fiction, extraterrestre, voilà, destruction du monde, tout ce que vous voulez, ça fera juste d'énormes heureux. C'est une saga mais à tomber par terre. J'ai découvert complètement par hasard le premier tome parce que j'avais plus de livres à lire et je pouvais pas ressortir de la FNAC sans un livre. Voilà, vous commencez à me connaître depuis le temps. Voilà, le premier tome fait un énorme coup de cœur. Le deuxième tome peut-être un peu moins étant donné que ça a été très long à se mettre en place. Et le 3e tome, mais c'est juste la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire. C'est une fin vraiment très juste, sans aucune bavure, je trouve. Et qu'on pouvait surtout pas prévoir, étant donné que cette saga parle quand même de destruction du monde. Du coup, on peut pas trop savoir comment ça va se terminer à la fin. Des personnages très attachants, dont je peux pas tous vous citer, étant donné que ça serait spoiler ceux qui sont morts et ceux qui survivent à la fin. Mais voilà, des personnages très justes, très humains et aussi très cruels et très monstrueux. Enfin, c'est que tes gamins et on leur demande beaucoup trop.
Et ils le réalisent justement qu'à la fin, que voilà, ils ont été choisis justement parce qu'ils sont gamins et qu'ils sont naïfs et qui sont facilement manipulables du coup. Un livre qui aborde beaucoup de sujets comme voilà, qui mérite de vivre, qui mérite de mourir, est-ce que tuer c'est mal ou pas, c'est tout ce qui touche en fait à la vie, à la mort. Et c'est très bien mené et j'ai beaucoup aimé l'écriture des deux auteurs qui... C'est des phrases courtes, ça envoie, c'est dynamique, c'est rapide, c'est... Bon, on n'a pas le temps de respirer. Et puis surtout, il y a des choses qu'on s'y attend tellement pas, c'est le 3e tome, mais il y a 10 personnages qui meurent, ça c'est pas trop un spoil. Mais de manière tellement rapide, tellement... C'est un claquement de doigts que à la fin du chapitre on se dit mais ils sont morts. Vraiment. Donc voilà, une très belle saga, très riche en émotions et voilà, que je recommande à 100%. Donc, Endgame, je vous en avais parlé, je sais plus quand est-ce que je vous en ai parlé. Ça fait pas longtemps que j'ai l'impression d'avoir prononcé le mot Endgame. Ah oui, je crois que c'était pendant le book haul d'avant. Donc Endgame, je pense encore tout ce que je dis dans le sens où le tome 1 a été vraiment très très surprenant. Le tome 2 moins et le tome 3, juste il m'avait retourné le cerveau de mémoire. Mais alors est-ce que je qualifierais de coup de cœur là aussi Je sais pas trop parce que maintenant que je réfléchis, la fin du tome 3, il y a quand même quelques trucs qui se passent où maintenant que j'y réfléchis, alors je dirais pas que ça ne tient pas debout, hein, mais c'est un peu trop mindfuck pour moi ce qui s'est passé. Alors je sais plus lequel des personnages se retrouve dans une position assez chelou et qui finit par revenir, je crois. Ou je sais plus. En fait, il y a un truc qui se passe avec des extraterrestres que j'ai pas tout suivi. Et ouais, ça m'a... ça m'a pété les neurones. Mais après, comme je l'ai dit, ouais, c'est... L'écriture est très impactante. Et comme voilà, c'était un exemple, je me souviens encore des personnages voilà, qui m'ont donné cet effet-là, où ils sont morts en une phrase, quoi. Et ils te disparaissent. Et c'est la fin du chapitre, et t'es là... Comment ça ils sont morts en fait. Donc c'était très très cool comme saga là aussi. Mais le coup de cœur, je suis pas très très sûre. Pas trop. Je suis en train de vous défoncer tous mes coups de cœur en fait. Hein. Mais il y avait quelques... maintenant que voilà, je réfléchis, il y a quelques points que maintenant j'accroche plus trop. Mais ça en reste quand même pas moins une très très bonne lecture vu que je les ai encore, les endgames là, vous les voyez. C'est très très cool, vraiment sympa à lire. Mais c'est pas non plus l'énorme coup de cœur comme je peux en parler. Les 2 dernières sagas que je vais vous présenter sont, alors je dirais pas qu'elles sont au-dessus des autres livres que je vous ai présentés précédemment, mais ce sont celles qui m'ont le plus bouleversée et qui m'ont le plus surprise parce que je m'y attendais pas et qu'elles sont encore en cours. J'ai hâte de lire la suite et la fin pour une. Là aussi, je vais passer rapidement sur la saga de l'épouvanteur. Oh Dieu. Attendez, je suis à combien de tomes là, de l'épouvanteur quand j'en parle? Une grosse surprise de l'année et qui est aussi un énorme coup de cœur. Alors ici, j'ai le tome 1 et le tome 2. Le tome 3 sort en poche en mars, il me semble. Non mais oh, je m'appuie que sur 2 tomes aussi, ça va pas non? T'as pas lu le tome 6 toi encore? Tu ne l'as pas lu. Ah, j'en ai marre de moi. Bah oui, après je comprends pourquoi j'en parle, c'est parce que ça avait été d'énormes révélations, d'énormes coups de cœur parce que c'était du jeunesse et j'étais en mode mais comment un jeunesse peut me plaire autant? C'est pas possible, c'est beaucoup trop bien. Et je comprends parce que j'étais vraiment très très hypée, hein, mais après il y a le tome 6 qui est arrivé. Et voilà. Mais non, maintenant je suis en train de me réconcilier avec la saga. Voilà, le tome 7 allait un peu mieux. Je viens de finir le tome 8, ça va un peu mieux là aussi. Il faut toujours un mauvais tome dans une saga, j'ai envie de dire, mais voilà, je sais pas ce que je vais dire là-dessus, mais je pense que oui, je vais déblatérer mon amour, hein, mais allons-y. Hein. Et en commentaire. Et puis j'avais aussi fait des recherches et j'ai eu juste trop hâte de l'avoir dans les mains. Voilà. Un jeunesse juste à couper le souffle, très émouvant. Thomas est très attachant, même pas que ce personnage-là, tous les personnages sont juste uniques et voilà, ils prennent tellement aux tripes et ils sont tellement attachants, tellement émouvants que voilà, moi j'en ai fait mes compagnons. Cette saga me fait de l'œil depuis énormément de temps et elle est pas toute jeune non plus, même si je sais qu'un dernier tome est sorti il y a peut-être en fin d'année il me semble. Je les aime tellement d'amour ces livres et tellement d'amour ces personnages. Voilà. Cette saga jeunesse est juste
une bombe atomique à elle toute seule. Je la trouve même peut-être un peu adulte par rapport à une simple série jeunesse, étant donné qu'on aborde beaucoup de sujets. Les quêtes sont quand même assez dures, je trouve. Mais voilà. Et puis de toute manière, bon, c'est quand même écrit à la fin. Attention, histoire de ne pas lire la nuit, pour pas faire peur aux petits enfants. J'ai hâte de suivre l'évolution de Thomas, de l'épouvanteur, d'Alice, d'en apprendre plus aussi sur la mère de Thomas et sur tous les personnages qui l'entourent. Voilà. Et aussi sur le métier d'épouvanteur qui me fascine. Alors, au bout de 2 tomes, je détestais toujours pas Alice, ce qui est un exploit. Et c'est vrai que le rôle de la mère, du coup, on en sait... Ben, on le sait au fameux tome 6, hein. Ah, le rire amer, il est là, il est là. Non, mais oui, après, comme je disais, j'aime beaucoup. Alors là, c'est les 2 premiers tomes, il n'y a pas encore toute l'intrigue principale qui se met en place. Alors, je sais pas à partir de quel tome c'est. Ça doit être à partir du tome 4, je pense. Avec toute l'intrigue autour du diable et du malin. Mais c'est très très cool parce que justement c'est des mises en bouche vraiment hyper sympa. Les 2 premiers tomes, j'en garde un très très bon souvenir, vraiment. Alors est-ce que là, à l'heure actuelle, c'est une saga coup de cœur? Je vous dirais que le souvenir du tome 6 est encore trop présent dans ma mémoire pour vous dire oui. Et puis parce que je déteste le personnage d'Alice, j'arrive vraiment pas, mais je le déteste, mais c'est vraiment physique en fait. C'est pas le protagoniste que tu détestes parce qu'il faut détester, parce que en gros Alice normalement elle est censée être gentille, hein, mais je peux pas me l'encadrer, je peux pas me la piffrer, donc c'est compliqué. À voir comment ça va évoluer dans les prochains tomes. Mais oui, et j'ai toujours un énorme coup de cœur après pour le personnage de l'épouvanteur que j'aime énormément, que ce soit voilà, à partir du tome 1, même lui, alors c'est fou, je l'aime de plus en plus. Même le tome 6, je l'ai adoré, heureusement qu'il y avait l'épouvanteur derrière pour le sauver, le tome 6, mais très 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 cool. Et alors je sais pas ce que je vais continuer à dire là, mais je pense que je vais passer directement au prochain coup de cœur, mais très très cool. Vraiment très très cool. Je recommande l'épouvanteur, évidemment, mais alors là, à l'heure actuelle, ce n'est peut-être plus le coup de cœur que j'avais voilà, comme à l'époque, même si c'est une très très bonne saga. Je pense que voilà, il faut juste que je continue à avancer et que j'oublie le tome 6. Et après, voilà, je verrai comment est la fin de l'épouvanteur, vu que ben, à l'époque où j'en parlais, c'était pas fini encore. Alors que là, normalement, elle est terminée cette saga. La dernière saga que je vais vous présenter est une saga qui a fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux, que ce soit surtout sur Twitter et Instagram notamment. Gros coup de cœur pour tout le monde et pour moi y compris. D'ailleurs, cette saga a beaucoup fait parler d'elle cet été, étant donné que le 3e tome est sorti au mois de juin ou juillet, il me semble. Sans grosse surprise, je vais vous présenter la saga de la passe miroir de Christelle Dabos, publiée aux éditions Gallimard Jeunesse. Et bon, voilà, c'est... Alors attendez, je vais partir. Non mais... Je vais me faire des ennemis là. Ah putain, et du coup là c'est les 3 premiers tomes pour mettre un coup de cœur. Ouais, pas étonnant, hein. Mais voilà, c'est des... Ah bah petit oui, pavé. allez, voilà, avec sous le tome 1, les fiancés de l'hiver, le tome 2, les disparus du clair de lune, et le tome 3, la mémoire de Babel, voilà, et le tome 4 qui n'a toujours pas de sortie, je crois que ça sera le dernier, mais ils sont là, et c'est juste trop bien. Alors, je comprends pourquoi je l'ai mis dans les coups de cœur à cette époque, mais là maintenant, à l'heure actuelle, après le tome 4, je vais me faire taper dessus. Bah, je fais partie des gens qui n'ont pas trop accroché au tome 4, voilà. Comme en plus je crois que j'en ai parlé début d'année du tome 4 parce que je l'avais lu. C'est pas... Alors d'un côté j'ai énormément aimé parce que la relation d'Ophélie et de Thorne fait juste tout le bouquin, mais après l'intrigue en elle-même... Comment vous dire que bah, même là, maintenant tout de suite, j'ai que la relation d'Ophélie et de Thorne qui me vient en tête. Et j'ai tous les défauts qui me reviennent aussi en pleine face. Je sais pas si c'est les mêmes que j'ai énoncés quand j'avais fait du coup ma revue en vidéo. Mais vraiment ce tome 4, pour moi il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas trop. Ne me tapez pas s'il vous plaît. Donc bon, voyons voir ce que j'en dis. Cette saga, j'ai eu un peu de mal à m'y lancer étant donné que ça a été un gros coup de cœur mais unanime pour tout le monde. Et moi je me suis dit, je suis tellement chanceuse que ça va pas me plaire et que je vais finir très frustrée. Mais alors pas du tout, ça a tapé pile dans le mille. C'est une saga mais tellement
renversante et tellement surprenante. En lisant la première couverture du tome 1, je m'attendais pas à qu'il y ait autant d'action dans un seul livre en fait. Alors même si cette saga est super connue, je vais vous faire quand même rapidement un résumé du premier tome. Alors dans cette histoire, on va suivre Ophélie. Bon attendez, on s'en fout du résumé, je vais le passer. Alors même si le début est assez lent, je dirais, à se mettre en place, tandis que bon, voilà, l'auteur cherche vraiment à mettre en place son monde, pourquoi les personnes ont certains dons et d'autres non. Mais voilà, passer peut-être les 3-4 premiers chapitres, ça on voit. En même temps, c'est pas tellement un livre d'action où ça se bat, tout ça, c'est très psychologique et il y a beaucoup de choses qui se passent par rapport au personnage en fait. Ophélie, c'est l'archétype de l'anti-héroïne. Elle est pas forte, elle est pas belle, elle est pas badass, non, elle est juste très timide, sa voix ne porte pas loin, elle est toute petite, elle est très maladroite pour le coup. Elle sait pas ce qu'elle fiche ici au début parce que tout le monde semble vouloir la manger toute crue. Et même si au début elle croit avoir le soutien de sa belle famille, elle va se rendre compte que non, elle est complètement toute seule avec sa marraine et elle va devoir se débrouiller et survivre par ses propres moyens. Mais même si Ophélie, c'est pas l'héroïne dont tout le monde rêve, c'est une personne très attachante et très humaine je trouve, qui apprend beaucoup de choses, même si de temps en temps elle va comprendre quelque chose très tard, mais elle avance au rythme qui lui plaît. Son gros point fort, c'est sa détermination sans faille. Quand elle a un truc derrière la tête, elle veut le faire et elle va se donner les moyens de le faire. Et ça, même si ça peut mettre sa vie en danger. Et puis bon, il y a aussi tous les autres personnages. Il y en a pas énormément je dirais, mais tous ont leur utilité et tous sont juste très attachant. Et Thorn, c'est le fiancé très froid, très minutieux, c'est le comptable de la citadelle du coup. Il est surchargé de travail, on le voit pas beaucoup dans le premier tome, hein. Mais franchement, moi, dans toutes ces petites remarques froides, on voit quand même sa maladresse du fait qu'il n'a pas été habitué à être gentil avec les gens, mais il essaye quand même un tout petit peu parce que il sait que c'est dur la vie à la citadelle et il veut quand même aider à sa façon Ophélie à se faire une place dans la haute société. Et dans chacun de ses gestes, qui est très minutieusement calculé, il a qu'un seul but, c'est vraiment déjà de se sauver lui-même parce que la citadelle ne l'aime pas tellement lui non plus, mais c'est surtout aussi de protéger sa fiancée parce que même s'ils sont liés, pas par amour, il veut pas lui faire de mal non plus. Et à côté, voilà, il y a la tante de Thorn, il y a la marraine d'Ophélie, il y a Archibald aussi qui est juste à tomber par terre, ce personnage, juste tombé complètement sous le charme de cette histoire et de ces personnages. La fin du tome 3 est très frustrante. C'est une saga vraiment très prenante, très poignante. J'ai vraiment hâte d'avoir le tome 4 dans les mains. Et puis voilà, la fin, comment ça va se terminer, comment on vient Thorn et Ophélie. Je crois que c'est l'un des seuls livres où des fois il m'arrive de penser à certains passages et du coup à les relire parce que c'est tellement émouvant, ça prend tellement aux tripes, c'est tellement bien écrit et humain que moi ça va me laisser une trace dans ma vie. Je pourrais même dire sans prétention que c'est passé au-dessus d'Harry Potter, je pense. Parce... Quoique aussi. J'allais être outrée parce que je comparais la passion à Harry Potter, mais non, faut que je me calme en fait. Hein. Harry Potter, c'est mon coup de cœur, vraiment ma saga de tous les temps. Quand j'étais adolescente, voilà, quand j'étais enfant, que j'ai découvert ça en primaire et que j'ai fini ça, voilà, fin collège. Celle-là, je crois que c'est ma saga de jeune adulte. Il y a des sujets quand même. Ah non, je suis pas d'accord. Toi, t'as pas lu La Reine du Triangle encore, hein. Tu n'as pas lu. Bon, je crois que je dis rien d'autre de plus, à part dire que voilà, c'est une saga de fou furieux, alors que je n'avais pas lu le dernier tome. Voilà. C'est pour ça que j'ai un peu comment dire, je préfère prendre un peu de pincettes, notamment quand je vous parle de l'attaque des titans chez Shingeki no Kyojin, pour ceux qui connaissent, parce que c'est pas fini. Et la fin, à tout moment, elle peut être très décevante. Alors certes, là, à l'heure actuelle, c'est un putain de manga. Voilà, je ne mâche pas mes mots. Mais j'ai vraiment peur après de vous recommander un manga où la fin est pas folle. C'est ça qui me fait flipper. Et c'est ça ce que je me prends dans la tête aussi. C'est parce que les 3 premiers tomes, et comme je le disais aussi, il y a des passages qui me reviennent en mémoire et qui m'ont marqué, que j'ai trouvé géniaux. Mais comme vous l'avez entendu sûrement, alors je sais pas si je parle pas de l'intrigue parce que j'ai lu les 3 tomes et j'ai pas envie de vous spoiler, mais en tout cas je vous parle néanmoins des personnages. Et comme je viens de m'en parler, c'est à peu près la seule chose que j'en ai tiré après le tome 4, c'est que la relation entre Ophélie et Thorn est juste unique et superbe, mais à côté l'intrigue, ah, je veux pas me faire lyncher, s'il vous plaît. Non, mais en gros, ce que je regrette après de La Passion Miroir, c'est que justement, elle a monté un univers énorme et fou. Et
Il est sous-exploité à mon sens. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu aborder dans le tome 4. Je vais pas reparler encore de... C'était l'arche où il devait aller Archibald et toute sa troupe là, Arcanter si je me souviens bien, où on en apprend mais que dalle alors qu'on en a fait tout un pataquès pendant le tome 2 et le tome 3. Il y a des personnages dont j'aimais beaucoup, voilà, que je vous parle dans les favoris, la tante d'Ophélie, je sais plus, la tante de Thorne, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai dit son nom là je crois, mais je m'en souviens plus, que j'avais énormément aimé et que dans le tome 4, on ne les voit plus. Voilà, et comme je disais, on se concentre vraiment sur Ophélie et sur Thorne. Et heureusement parce que il y a que ça. Je suis désolée de vous le dire. Mais après pour moi le dénouement il est pas des plus ouf. Hein. Bon alors certes j'ai pleuré comme jamais parce que justement la relation Thorne et Ophélie tout simplement pour éviter de vous spoiler. Mais c'est pas le dénouement, l'intrigue, le final qui m'a émue quoi. Et encore maintenant je viens de me rappeler il y a un ou deux personnages qui vont crever et ça m'a même pas marqué en fait, ça m'a même pas bouleversé alors que c'était des personnages que j'avais énormément aimés dans les tomes d'avant. Mais alors je sais pas si c'est l'attente du tome 4 qui me les avait fait un peu oublier ou quoi, mais voilà, enfin ils sont morts et alors ça m'est passé complètement au-dessus, je viens de me rappeler là à l'instant quoi. Donc bon, pour moi voilà, c'est passé du coup de cœur intersidéral à la déception un peu. Voilà, et puis non, c'est plus mon coup de cœur de jeune adulte, clairement pas. Attends, il y a la reine du Tirling, il y a quoi aussi qui m'a bouleversée, là, je sais plus. Il y a que la reine du Tirling qui me vient à l'idée, mais parce que voilà, c'est carrément au-dessus. Alors, je sais pas comment j'en reparlerai quand j'aurai 30 ans, mais voilà, après, il y a le nom du vin, évidemment. Alors ça, si c'est pas un coup de cœur, putain, qu'est-ce que c'est quoi. Du coup, bon, j'ai pas non plus envie de ne pas vous recommander la passe miroir, bien évidemment. Hein. Il y en a beaucoup qui ont aimé cette fin, qui l'ont trouvé juste très très cool. Voilà, c'est juste que chez moi ça n'a pas fonctionné. Si vous avez aimé les 3 premiers tomes, comme moi je les ai autant aimés, peut-être que ça vous plaira aussi le tome 4, je sais pas, après c'est les goûts de tout et à chacun, je saurais pas trop quoi vous dire, hein, surtout un dernier tome. Mais bon, je ne pensais pas en parler là. je sais pas. Mais après je suis quand même d'accord avec ma moi du passé dans le sens où ça reste quand même une saga qui m'aura marqué. Parce que voilà, comme je le disais, j'ai encore des passages en mémoire que je trouve juste magnifiques. Mais là aussi, c'est quand la relation entre Thorne et Ophélie se construit. Pas des dénouements hyper ouf de l'intrigue quoi. Je voulais l'aimer ce tome 4, hein, mais tant pis. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Petit bilan voilà, de ce qui s'est passé pendant l'année 2017, petite mise à jour de ce que je pense maintenant. Bon après, c'est pas un reproche que je vais me faire moi-même, hein, mais je suis contente de voir l'évolution. Bon après, le tribunal des âmes, ça restera jamais un coup de cœur. Mais voilà, de voir ce que j'ai pu penser des autres livres que je vous ai présentés. Attends, mais dire que l'épouvanteur et la passe miroir est au-dessus du tribunal des âmes, ça va pas, non? Il me manque une case quand j'ai dit ça ou comment? Après, c'est une bonne mise au point sur ce que je lisais avant, sur comment je lisais, sur comment je ressentais les choses. Il y a des choses qui, je pense, resteront à jamais pareilles concernant notamment de notre cas ici. Mais voilà, il y a des choses qui ont évolué, notamment je me suis mise à jour, voilà, l'épouvanteur. Les 2 premiers tomes c'était ok, après il a fallu qu'il y ait un trou noir, comme moi je sais pas trop comment le dire. Mais voilà, il faut pas. C'est pour ça qu'il faut, je pense, prendre avec des pincettes. Oui, ça s'agale énorme avec coup de cœur et tout, alors qu'on n'a pas fini. C'est compliqué, c'est très compliqué. C'est pour ça que. Alors je sais pas ce que j'ai fait pour le. Je me souviens plus de ce que j'ai fait pour les favoris 2019, si je vous ai présenté que des sagas terminées ou pas. Faudrait que je vérifie. Mais c'est l'effort du moins que j'ai essayé de faire, je me souviens à l'époque, où je me suis dit je peux pas leur présenter ça alors que j'ai pas fini. Parce que certes, ça a été un énorme coup de cœur sur moi d'un coup comme ça, mais s'il faut, il y a du couac. Donc je vais pas vous retenir pour longtemps. C'était très intéressant à regarder, à m'écouter dire voilà ce que j'en pensais tout simplement de ces livres. J'espère que ça vous aura plu. Concernant les vacances d'ailleurs, parce que je suis plus là, c'est la dernière vidéo du mois d'août. Quand est-ce que je reviens? Le 12 septembre. Normalement si tout va bien.
C'est-à-dire si je suis pas crevée de mes vacances justement. Paradoxal comme raisonnement. Mais donc voilà, ça sera ma dernière vidéo, celle du 15 août qui arrive du coup. Et je ne suis pas là pendant 3 semaines. Donc je vous souhaite à tous du coup de très bonnes vacances pour ceux qui en ont. Parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir des vacances. Et puis je vous dis dans 3 semaines, je vous souhaite d'ici là une très bonne journée, un très bon week-end, ainsi de suite. Et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye.